Aujourd'hui, dans cet épisode spécial de Paranormal sur le vif, dans les Alpes, un skieur extrême est englouti par une avalanche. Peu importe ce qu'on fait dans la vie, on est tous des êtres humains et on va tous mourir. En Angleterre, un homme est coincé dans un tunnel souterrain étroit. Je dois admettre que cette vidéo m'a rendu très anxieux. En deltaplane, un homme en Suisse frôle la mort. Ça m'a surpris. Et quand je regardais en bas, je me disais que j'allais mourir. En Floride, un homme en motomarine a un grave accident. Quand je l'ai rejoint, j'ai vraiment cru qu'il était mort. Et d'autres images terrifiantes qui vous feront crier. La claustrophobie est la peur maladive des petits espaces clos. Elle peut provoquer des essoufflements, augmenter le rythme cardiaque, causer des nausées et susciter une peur incontrôlable de mourir. Si vous souffrez de claustrophobie, préparez-vous mentalement. Parce que nous allons maintenant raconter la mésaventure d'un homme coincé dans un tunnel étroit dans lequel l'eau monte à vue d'œil autour de sa tête. En février 2016, dans le comté du Lancashire, en Angleterre, Bob Johnson fait partie d'un groupe de spéléologues amateurs qui explore un système de cavités souterraines appelé Lost John's Cave, très populaire auprès des passionnés de grottes à travers le monde. Je m'appelle Bob Johnson et voici ma vidéo. Nous avons choisi d'explorer Lost John's Cave pour relever un défi. C'était ma deuxième visite là-bas, mais la première fois remontait à plusieurs années. J'avais très hâte d'y retourner avec d'autres gens passionnés. Cette fois, l'équipe a l'intention d'explorer une partie plus profonde et difficilement accessible, où Bob ne s'est jamais aventuré auparavant. Ce jour-là, on avait planifié d'entrer dans une ouverture située près d'un chemin et de sortir par une grotte un peu plus loin. Je ne savais pas à ce moment-là que nous devions traverser une partie de la grotte, appelée le tube. Après 4 ou 5 heures d'exploration, qui avaient déjà exigé énormément d'efforts physiques, nous avons enfin atteint le tube. 2 personnes du groupe très expérimentées sont entrées dans le tunnel les premières, et les 2 autres qui me suivaient avaient également plus d'expérience que moi. En entrant dans le tunnel, Bob constate que le traverser sera tout un défi. Le tunnel était si étroit que pour y entrer, j'ai dû enlever mon baudrier et d'autres pièces d'équipement, y compris mon casque. Dès qu'on entrait, il y avait une courbe vers la gauche et, en tournant, ma poitrine est restée coincée à une sorte de pic qui sortait du mur de la grotte. Il n'y avait pas assez d'espace pour que je puisse me retourner. J'ai bien essayé pendant quelques minutes, mais il n'y avait rien à faire. J'ai alors compris que j'étais coincé. Bob ne peut pas bouger. Il lance son casque aux 2 hommes qui ont déjà franchi le tunnel.
La situation devient de plus en plus périlleuse, car le corps coincé de Bob bouche l'entrée du tunnel, ce qui fait monter le niveau de l'eau autour de lui. Je dois admettre que cette vidéo m'a rendu très anxieux. Quel cauchemar! Me retrouver dans cette situation fait partie de mes plus grandes peurs. J'aurais paniqué. Peu importe notre niveau de tolérance, la claustrophobie devient un facteur dans ce genre de situation. L'eau monte autour de lui, alors on imagine bien sa panique. J'ai dû me retenir de crier en regardant ces images. Regarder ces images est certainement pénible. Alors on ne peut qu'imaginer comment Bob se sent. Je n'ai pas respecté la règle de base qui consiste à rester calme. Ce qui a aggravé la situation. Nous savons que la panique ne fait qu'aggraver n'importe quelle situation périlleuse. Et c'est précisément ce qui se produit dans cette grotte quand cet homme se laisse aller à la panique. Sa respiration est haletante et tous ses muscles sont tendus en raison de son affolement. Et ça ne l'aide pas du tout à sortir de sa fâcheuse position. Mon esprit s'est emballé et je n'étais plus capable de réfléchir. J'ai essayé de me calmer, mais c'était impossible. L'eau s'infiltrait dans mes vêtements et j'ai perdu non seulement mon sang-froid, mais également la notion de la réalité. Je me souviens qu'à un certain moment, alors que j'avais de l'eau jusqu'au cou, j'ai vu une lumière blanche et aveuglante pendant un instant. Étrangement, cette lumière m'a apaisé. Tout est devenu blanc autour de moi. Je ne sais pas ce que cela veut dire, mais je m'en souviens très bien. Exceptionnellement, ce jour-là, la lumière blanche semblait vouloir dire que Bob allait sortir vivant de sa fâcheuse position. En effet, les deux hommes derrière lui réussissent à le libérer en tirant sur son corps. Quand ils m'ont sorti du tunnel, j'ai éclaté en sanglots. Je suis resté assis pendant quelques minutes, dans l'obscurité, pour reprendre mes esprits, me reposer et respirer à fond. 4 heures plus tard, Bob et les hommes qui l'ont sorti de l'entrée du tunnel sortent de la grotte par un autre chemin. Une fois à l'extérieur, j'ai vu que c'était la nuit. J'ai regardé les étoiles dans le ciel pendant quelques secondes. Et à bout de force, je me suis écroulé. Je ne pouvais plus bouger. J'étais épuisé. Si vous croyez que cette horrible mésaventure a fait en sorte que Bob décide de ne plus jamais mettre les pieds dans une grotte, vous avez raison. J'ai abandonné la spéléologie pour me consacrer au vélo de montagne, qui se pratique au-dessus du niveau du sol. Il a toutefois pu remettre l'histoire en perspective. J'arrive même à en rire aujourd'hui. Au fond, c'est une histoire très cocasse que je pourrais raconter à mes petits-enfants. À venir, 2 chiens sont prisonniers des glaces d'un réservoir. Cet homme pourra-t-il les sauver? J'ai été témoin d'un accident mortel. J'aurais aimé ça crier, j'aurais aimé ça dire quelque chose. Les enquêteurs l'avaient déjà jugé coupable sans même savoir. Tragédie involontaire, vendredi 20h, à Canal D. Tomber à travers la glace d'un plan d'eau est une situation extrêmement dangereuse, car l'eau glaciale rend la respiration très difficile et engourdit les muscles, qui semblent de plus en plus lourds.
et la victime est entourée d'une barrière de glace. C'est ce qui est arrivé récemment à 2 chiens dans l'État de New York. Et un être humain exceptionnel a eu le courage de les sauver juste à temps. En mars 2019, à Irvington, dans l'État de New York, Timofey Youriev et sa femme profitent d'une belle journée d'hiver ensoleillée en marchant en bordure d'un réservoir. Je m'appelle Timofey Youriev et vous allez voir ma vidéo. C'était un samedi juste avant le coucher du soleil. Je marchais le long du réservoir d'Irvington avec ma femme, Melissa, et notre chienne Kira. Leur journée paisible allait bientôt prendre une tournure dramatique. Tout à coup, on a entendu une femme crier de l'autre côté du réservoir. Mais nous ne comprenions pas les mots qu'elle criait. J'ai regardé dans sa direction et j'ai vu 2 chiens qui s'étaient aventurés sur la glace. Et malheureusement, la glace avait cédé sous leur poids et ils étaient dans l'eau. Ils se débattaient pour casser la glace autour d'eux et sortir de là. Les chiens n'y arrivent pas. Ils sont coincés dans l'eau et commencent manifestement à en souffrir. C'est étonnant de voir que les chiens ne bougent presque pas. L'eau froide les a ralentis. Et déjà, à ce moment-là, il ne leur restait probablement plus beaucoup de temps. C'est pourquoi Timofey passe à l'action, sans hésiter. J'ai retiré mes vêtements et j'ai sauté dans l'eau. Sa femme Melissa filme la mission de sauvetage. Timofey et sa chienne Kira entrent dans l'eau glacée et se dirigent vers le chien qui se trouve le plus près de la rive. Je brisais la glace avec mes bras pour me rendre au premier chien, mais Kira m'a contourné et l'a rejoint avant moi. Avec l'aide de Timofey et Kira, le premier chien réussit à regagner la rive. Le deuxième chien en détresse se trouve plus loin, dans l'eau plus profonde. J'ai repris mon souffle, je suis retourné dans l'eau et j'ai brisé la glace jusqu'à l'autre chien. Timofey avance et constate que la profondeur de l'eau atteint rapidement 3 mètres. Ce qui signifie qu'il doit maintenant casser la glace tout en nageant afin de rejoindre l'autre chien. Encore une fois, Timofey et Kira guident l'autre chien vers la rive. Cet homme savait ce qu'il faisait. Et c'est très important pour rassurer les chiens en détresse. Les 2 chiens ont vite compris que cet homme voulait les aider et ils lui ont fait confiance. Ils se disaient sans doute, il va me sauver et me guider jusqu'à la rive. Comment Timofey a-t-il pu passer autant de temps dans l'eau glacée, sans vêtements, et s'y déplacer avec autant d'aisance afin de sauver ces 2 chiens d'une noyade certaine? La raison est fort simple. Enfant, Timofey a passé ses étés avec son grand-père en Sibérie. Quand j'avais 5 ans, je me souviens qu'après un spa russe traditionnel, lors des soirées particulièrement froides, mon grand-père me mettait dans l'eau glacée et me disait « Respire, respire ». J'arrêtais toujours de respirer à cause du choc thermique. Et il me répétait « Respire, respire ». Ça a été ma toute première expérience dans l'eau glaciale. Et manifestement pas sa dernière. Quand on apprend qu'il a autant d'expérience en eau glacée, on se dit que ce n'est peut-être pas une coïncidence que cet homme se soit trouvé à cet endroit-là, au moment précis où 2 chiens avaient besoin d'être sauvés dans de telles circonstances. C'est comme si l'univers avait ouvert ses rideaux pour me faire un grand sourire. Timofey est tout simplement heureux d'avoir été au bon endroit, au bon moment. Je suis reconnaissant d'avoir vécu cette expérience. Parfois, il se passe des événements autour de nous et nous avons la chance de pouvoir faire quelque chose de merveilleux qui peut possiblement inspirer les gens.
Après ce sauvetage, j'ai reçu énormément de témoignages de gens qui ont pris le temps de me féliciter. Et j'aimerais les remercier. À venir, un policier en congé doit agir vite pour sauver un homme. Seulement en 2023, 10 330 véhicules ont été volés au Québec. Mets ça sur le parc, s'il te plaît, parce qu'il est saisi. Un huissier et son équipe tentent d'enrayer ce fléau. Traqueur de chars, vendredi 20h30, à Canal D. L'intuition est cette petite voix intérieure que nous entendons tous à certains moments de notre vie. Parfois, même si cela semble très étrange, nous écoutons ce qu'elle a à nous dire. Et cela peut changer notre vie, ou celle des autres, à jamais. Un shérif adjoint en Floride peut en témoigner. Car un jour, sa petite voix intérieure lui a dit de rester sur sa motomarine quelques minutes de plus. Juste assez longtemps pour sauver la vie d'un homme. Nous sommes en 2017, à Saint Petersburg, en Floride. Profitant d'un congé et d'une journée magnifique, Alex Floyd fait de la motomarine avec son père. Je m'appelle Alex Floyd et j'ai filmé cette vidéo. Mon père et moi, on est allés à Saint Petersburg pour faire de la motomarine. On avait l'intention de passer une partie de la journée sur l'eau pour se détendre. C'est précisément ce qu'ils font pendant 4 heures. Après avoir pris la décision de rentrer, un énorme cargo navigue au large et provoque une longue vague de sillage. Les deux hommes décident de s'amuser quelques minutes de plus. Tout à coup, au loin, on entend ma réaction en voyant le vol plané de cet homme sur sa motomarine. En frappant la vague, il a volé à 6 mètres au-dessus de l'eau et il est resté dans les airs très longtemps. J'étais très impressionné. J'ai décidé d'aller vers lui pour m'assurer qu'il allait bien et pour lui dire que son saut était spectaculaire. Alex s'approche de l'homme et il comprend rapidement qu'il ne va pas bien. Quand je l'ai rejoint, j'ai vraiment cru qu'il était mort. Il flottait sur le ventre et son visage était dans l'eau. Alors j'ai d'abord pensé qu'il était déjà mort. Il a murmuré quelque chose et c'est à ce moment que j'ai compris qu'il n'allait pas remonter sur sa motomarine et repartir. Je devais l'installer quelque part pour lui donner les premiers soins. Du sang s'écoulait de ses deux oreilles et son menton était en sang. Il avait perdu connaissance pendant quelques minutes. Alors il avait probablement une blessure assez grave à la tête. Je devais le surveiller et appeler un bateau à l'aide. C'était mon plan. Cet homme grièvement blessé a été chanceux de pouvoir compter sur ce bon Samaritain. Il a fait tout ce qu'il fallait dans les circonstances. Il n'a pas bougé l'homme pour rien pour ne pas endommager sa colonne. Quand l'homme est revenu à lui, il lui a parlé pour qu'il comprenne bien ce qui était en train de se passer, ce qui lui a permis d'évaluer son état et la gravité de ses blessures.
Quand on vit une situation aussi urgente, on doit garder la tête froide. Si notre esprit est embrouillé par la panique, on ne prendra pas de bonnes décisions. Je devais rester calme pour prendre les décisions qui aideraient cet homme à survivre. L'ami de l'homme vient les rejoindre rapidement. Il fait monter le blessé sur sa motomarine et se rend rapidement vers la rive. Alex a sauvé la vie de cet homme. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'il a failli ne pas être sur les lieux de l'accident. On avait décidé de retourner sur la rive, mais mon père a vu un cargo au loin et il a voulu qu'on reste encore un peu pour le voir de plus près. J'ai accepté, même si j'avais vraiment envie de partir. Le cargo avançait très lentement et mon père a finalement dit « Partons, il prend trop de temps à arriver ». Mais cette fois, c'est moi qui ai insisté pour rester. Quand le cargo est passé devant nous, on a décidé de s'amuser un peu dans son sillage, alors on est retourné vers le large. Le destin a fait en sorte que l'homme qui s'amusait sur la même vague a été sauvé par Alex. Le destin m'a poussé à rester pour que je sois au bon endroit, au bon moment. Son heure n'était pas venue. Lorsque nous repensons à certaines histoires extraordinaires que nous avons vécues dans le passé, il est possible de les analyser d'une manière rationnelle. Dans le cas de cet homme, il a décidé de rester sur l'eau un peu plus longtemps, sans trop savoir pourquoi, et sans vraiment se poser de questions. Mais après coup, il a compris pourquoi. Ce jour-là, il devait rester sur l'eau pour sauver la vie d'un homme. C'est quelque chose que personne ne peut vraiment prédire et que nous comprenons uniquement avec le recul. Et c'est essentiel pour donner un sens à ces moments si importants de notre vie. Un sens qu'Alex prend très au sérieux. Cette expérience et d'autres que j'ai vécues me portent à croire qu'il y a souvent quelque chose, quelque part, qui veille sur nous. Une force m'a incité à rester là pour sauver cet homme. À venir, une femme en Caroline du Nord est attaquée par un lynx enragé. Ça relève, ça prend de l'adaptation. La marge d'erreur, on n'en a pas. Mes amis ils disent là, que je suis comme une toilette, je suis indispensable. Vie de chantier, nouvelle génération, lundi 19h30 à Canal D. Le lynx est un chat sauvage de taille moyenne, originaire de l'Amérique du Nord. Il peut peser jusqu'à 18 kilos et ses griffes acérées, qui peuvent mesurer jusqu'à 8 cm, lui servent à neutraliser ses proies. Même si toutes ces caractéristiques semblent effrayantes, le lynx n'est pas réputé pour s'en prendre aux humains. À moins qu'il ait la rage. Dans ce cas, il peut devenir féroce. En avril 2021, à Burga, en Caroline du Nord. Happy et Christy Wade sont devant leur résidence et s'apprêtent à se rendre chez le vétérinaire avec leur chatte. Je m'appelle Happy. Et moi, Christy. Voici notre vidéo. Nous étions en congé ce jour-là et nous devions nous rendre chez le vétérinaire, à Wilmington, qui se trouve à une 50aine de kilomètres à l'est de Burga, avec notre chatte, qui s'appelle Caroline. Christy sort de la maison avec la chatte dans une cage de transport. Et soudainement, elle est attaquée. Par un lynx. Happy le lance le plus loin possible. Mais le lynx revient à la charge.
Je crie à ma femme de faire attention parce que je la croyais dans le garage. Mais elle avait eu le temps de rentrer dans la maison. Happy n'a pas d'autre choix. Il abat le lynx enragé qui refusait de quitter les lieux. C'était irréel. Je n'avais jamais été attaquée par un animal. Et ça a été l'expérience la plus terrifiante de ma vie. Cette attaque était vraiment effroyable. Le lynx a griffé ses mollets, le haut d'une cuisse, le bas et le milieu de son dos, et même une épaule. Il tentait de grimper sur elle, alors ses griffes lui ont laissé des plaies sanglantes. Cette vidéo nous démontre qu'une journée bien ordinaire peut se transformer en un véritable cauchemar en quelques secondes à peine. Les grognements du lynx qu'on entend sont terrifiants. Honnêtement, on dirait un chat domestique qui prend des stéroïdes. Je n'arrive pas à croire qu'il ait pris le félin dans ses mains pour le lancer au bout de ses bras. Quel courage incroyable. Le couple se rend immédiatement à l'hôpital. Et c'était la bonne décision. On a appris plus tard que le lynx est un jeune mâle qui pesait environ 12 kilos et qu'il était atteint de la rage. Il semblait beaucoup souffrir en raison de cette maladie et ça explique son comportement agressif et anormal. Heureusement que la femme n'était pas seule et que son mari a pu la débarrasser du lynx qui s'attaquait à elle. S'il avait eu le temps de la mordre, elle aurait pu contracter la rage. Grâce à la rapidité d'esprit de son mari, les contacts avec l'animal malade ont été limités et c'est ce qui l'a sauvée. L'intervention rapide de Happy a certainement aidé. Mais le couple croit qu'une personne bien spéciale veillait sur eux ce matin-là. Quand nous avons quitté l'urgence de l'hôpital, nous étions épuisés mentalement et physiquement. Nous n'avions qu'une envie, rentrer à la maison. En arrivant près de notre véhicule, j'ai vu un insecte voler à l'intérieur. Et j'ai dit à Happy, « Il va probablement me piquer. » Puis l'insecte s'est posé dans le pare-brise et c'était une coccinelle. J'ai regardé Happy et j'ai dit, « Tu vois, nous n'étions pas seuls aujourd'hui. » Notre fille de 5 ans est décédée d'une tumeur au cerveau il y a 15 ans. Elle adorait les coccinelles. Et chaque fois que nous en voyons une, nous croyons que c'est elle qui vient nous rendre visite. Elle s'appelait Emily. Quand j'ai vu la coccinelle dans le pare-brise ce matin-là, j'ai pensé que ce n'était pas une coïncidence. Moi non plus. Moi non plus. Malgré cette expérience épouvantable, Happy et Christy continuent d'aimer la faune qui les entoure. Ou du moins, jusqu'à un certain point. J'aimerais bien voir un autre lynx, pourvu qu'il n'attaque pas ma femme. Si je ne revois jamais un lynx, ça me va. J'adore les animaux. Mais j'espère ne jamais revoir un lynx de toute ma vie. Un skieur extrême professionnel comprend que tout peut arriver, parce que cela fait partie du métier. C'est pourquoi une bonne préparation peut souvent faire la différence entre la vie et la mort, quand survient un imprévu. Toutefois, lorsqu'un skieur est surpris par une avalanche foudroyante, puissante et impitoyable, toute la préparation du monde peut s'avérer inutile. Julien Lopez peut en témoigner. En avril 2013, sur le versant suisse du Mont Blanc, dans les Alpes. C'est la fin de l'après-midi et le skieur extrême Julien Lopez a passé la journée sur la montagne avec son équipe
pour tourner les images de son prochain film. Bonjour, je m'appelle Julien Lopez et voici ma vidéo. Plus tôt dans la journée, nous avons filmé des vidéos plus faciles. Enfin, pas plus faciles, mais plus courtes. La partie la plus difficile consiste à filmer Julien, qui descend d'un sommet abrupt du Mont Blanc. La descente à partir de ce sommet était certainement la plus difficile de la journée. J'avais très hâte de descendre cette montagne. Julien a toutefois quelques réserves. Avant d'être déposé sur le sommet, j'étais très nerveux et je me disais que c'était peut-être imprudent parce que c'était la fin de la saison, ma dernière descente et la neige commençait à fondre. En fait, je tremblais de la tête aux pieds. Son corps tentait peut-être de lui dire quelque chose. Parce que dès que Julien entame sa descente, il provoque une avalanche. C'est comme si quelqu'un tirait un tapis sous vos pieds. J'ai vite compris que c'était sérieux. On ne veut jamais que ça arrive. Pour survivre à cette avalanche, Julien doit arriver en bas, avant elle. Je me disais, tu sais quoi faire, va le plus vite possible. Je descendais à une vitesse folle pour devancer l'avalanche. Et jusque-là, tout se passait bien. Julien n'est toutefois qu'à mi-parcours. Sa mésaventure est loin d'être terminée. J'ai regardé à ma gauche et j'ai vu que la montagne entière était à mes trousses. J'ai commencé à paniquer et je suis tombé. Je me suis dit, merde, je suis cuit. Ces images sont effroyables. Cette énorme vague de neige a rejoint et englouti le skieur en un rien de temps. On ne doit pas oublier que la neige est en réalité de la glace. Elle a la même densité et elle s'abat sur lui. Ce qui signifie que son corps est frappé de plein fouet par une masse écrasante et extrêmement lourde. Julien est enseveli sous cette neige écrasante. Et il se demande comment il s'en sortira vivant. Je me rappelais les règles de base. Bouger et tenter de respirer en mettant mes mains devant ma bouche. J'essayais de garder mon calme, de me détendre un peu en attendant les secours. Je me disais que mon équipe ne tarderait pas à me sortir de là. Sous un épais tapis de neige, il n'y a pas d'oxygène. C'est un espace clos totalement dépourvu d'air, alors le risque de suffoquer rapidement est la pire menace. De plus, il est impossible pour lui de se déterrer en raison de la quantité phénoménale de neige qu'il recouvre. Il est probablement désorienté. Il ne sait plus où est la terre et où est le ciel, alors même s'il creusait, il pourrait s'enfoncer davantage. Quand on se trouve dans une situation qui semble sans espoir et qu'on croit mourir, on pense à ses amis, à sa famille et à ses projets. J'en tremble encore et j'ai la chair de poule. J'étais terrorisé sous cette neige. Peu importe ce qu'on fait dans la vie, on est tous des êtres humains et on va tous mourir. Pour Julien, tout espoir n'est pas perdu lorsqu'il réalise qu'il lui reste un tour dans son sac. J'avais une petite chance de survivre grâce à mon ballon d'avalanche. Je l'ai déployé sans tarder et j'ai tout de suite senti que mon ballon m'avait permis de remonter un peu vers la surface. Juste assez pour que son équipe le localise et vienne le secourir. Il me semblait avoir passé 10 ans sous cette neige. Même une petite minute sous cette avalanche était aussi longue que 10 ans. Je ne pouvais rien faire pour m'en sortir. Je pouvais uniquement attendre que mes amis viennent me secourir. La leçon à tirer de cette mésaventure est de ne pas faire d'activités dangereuses en solo. On doit pouvoir compter sur quelqu'un en cas d'accident. Que ce soit des amis, des inconnus, des collègues qui font partie d'une équipe de tournage, peu importe. Ne pratiquons pas de sport extrême tout seul. On a souvent besoin les uns des autres pour survivre.
Julien sera à jamais reconnaissant envers ses sauveteurs. Quand on a une seconde chance, on ne tient plus rien pour acquis. Je suis très reconnaissant d'être vivant et cet accident m'a davantage ouvert les yeux. Depuis, je profite encore plus de la vie et je consacre plus de temps aux gens que j'aime parce que la vie ne tient qu'à un fil. Je dis merci à la vie. Merci. À venir, un homme effectuant un premier vol en deltaplane est suspendu sans harnais dans le ciel de la Suisse. Attache ta calotte avec de la broche. On décolle! Pour moi qui mange le pire! On l'avait pas vu venir, celle-là. Un bon petit monsieur! Vous êtes en état d'arrestation? Les samedis humour, 20h, à Canal D. Le deltaplane est l'une des activités sportives les plus paisibles et exaltantes qui soient. C'est merveilleux de voler à quelques centaines de mètres d'altitude, alors qu'il n'y a que vous, le ciel et des vues imprenables sur les paysages environnants. Ce type de planeur, utilisé pour le vol libre, peut être monoplace ou biplace. Les deltistes sont solidement attachés au planeur par des harnais pour assurer leur sécurité. Et ils ont les mains libres pour le diriger aisément. Autrement, il leur serait impossible de supporter le poids de leur corps tout en volant à une telle altitude. En Suisse, c'est pourtant ce qu'un homme a été obligé de faire. Et il a dû s'accrocher désespérément à la vie. En octobre 2018, à Interlaken, en Suisse, Chris Gursky et sa femme sont en vacances. Et ils ont décidé de faire du deltaplane pour la première fois de leur vie. Je m'appelle Chris Gursky et j'ai survécu à ceci. Nous n'avions jamais fait de deltaplane, mais ma femme avait vu qu'il était possible d'en faire à cet endroit et elle m'a demandé si j'avais envie d'essayer. Chris accepte. Il réserve une séance avec un instructeur qui les accompagnera dans l'aventure. Le couple décollera du sommet d'une montagne et volera à 1200 mètres d'altitude. La femme de Chris part la première. Je devais décoller avec mon instructeur et ma femme avec le sien. Ils nous ont attachés à des harnais et se sont assurés que tout l'équipement était bien sécuritaire. Quand elle s'est envolée, j'ai dit « Bon sang, c'est génial ». J'avais hâte de partir à mon tour. Et c'est exactement ce que Chris, à gauche, et son instructeur font tout de suite après. Are you ready for one round? Yes. 3, 2, 1, go. Run, 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 run. Dès le départ, quelque chose ne tourne pas rond. Mon corps est devenu lourd et j'ai failli tomber au sol. Ça n'allait pas du tout. Et là, j'ai réalisé que mon harnais n'était pas attaché au deltaplane. Regardez bien. Les sangles du harnais de Chris devraient être fixées au deltaplane, comme celles de l'instructeur. Mais elles ne le sont pas. Chris est uniquement suspendu par ses mains, entre ciel et terre. Ça m'a surpris. Et quand je regardais en bas, je me disais que j'allais mourir. Le pilote comprend que Chris pourrait effectivement faire une chute mortelle à tout moment. Et il fait de son mieux pour l'aider. Mais sans ses deux mains pour contrôler le deltaplane, on gagnait en altitude. À ce moment, si on pense au poids de Chris, au fait qu'il s'agrippe au planeur avec ses mains et qu'il est certainement en état de panique, ses chances de survie sont minces. Chris est toutefois déterminé à survivre. Et il se retient en agrippant le deltaplane d'une main et l'instructeur de l'autre. Avec ma main droite, je le tenais par l'épaule et ensuite, j'ai agrippé sa taille et une de ses jambes. Je me suis accroché à son pantalon avec ma main droite. Et ma main gauche était cramponnée à la barre du deltaplane. Je ne pouvais rien faire de plus à ce moment-là.
Imaginez que vous vous agrippez à quelque chose dans votre maison. Évidemment, il n'y a aucun danger. Mais je crois que la plupart des gens ne pourraient pas le faire aussi longtemps que cet homme sur le deltaplane, moi y compris. Finalement, le pilote arrive à se rapprocher du sol. Je savais que je ne pourrais plus rester agrippé à la barre encore longtemps. Après 3 minutes, qui lui ont semblé durer une éternité, Chris peut relâcher la barre. Mes pieds ont touché le sol et j'ai pu lâcher prise. J'ai fait plusieurs culbutes en tombant. Miraculeusement, Chris n'a qu'une fracture au poignet et un tendon déchiré au niveau d'un biceps parce qu'il a soutenu le poids de son corps tout ce temps. C'est tout à fait incroyable. Ça prend une détermination extraordinaire pour s'accrocher ainsi à la vie en sachant que son corps est littéralement en train de se déchirer. Je n'en reviens pas. La femme de Chris va le rejoindre à l'hôpital, où ses blessures sont traitées. Les deux sont reconnaissants du résultat miraculeux de cette mésaventure. Les gens me demandent souvent si j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux, mais c'est arrivé bien après. Je n'aurais pas pu continuer à m'agripper si je m'étais mis à penser à la manière dont ma femme annoncerait ma mort à notre fils. Mais nous avons eu plusieurs conversations sérieuses à notre retour de vacances. Mais comment Chris a-t-il réussi à défier la mort en s'accrochant à la vie aussi longtemps? Je suis têtu, et quand je décide d'accomplir quelque chose, je n'en démords pas. Je crois que ce trait de caractère m'a été utile. Ou bien c'est grâce à une intervention divine, parce que mon heure n'était pas venue.